Hello tout le monde, c'est Hugo, Hugo des Process, donc Hugo du futur. Et oui, parce que concrètement la vidéo que vous allez regarder, elle a été faite il y a 4 mois. Mais attendez, elle est toujours d'actualité. En fait, là, dans cette vidéo, je vais vraiment reprendre tous les concepts ultra fondamentaux en rapport avec le développement et l'IA en général. Malgré que cette vidéo date d'il y a un moment, en fait, ce sont des concepts qui vont rester, selon moi, pendant encore 5, 10 ans, peut-être même plus. Et donc, c'est pour ça que je souhaitais vraiment sortir cette vidéo. J'ai modifié quelques passages, évidemment, pour que ça corresponde exactement à la réalité d'aujourd'hui et surtout celle de demain, parce que mon point de vue a légèrement changé quand même. Mais, dans l'ensemble, tout y est. Voilà, tout y est. Et je tiens aussi à le préciser, là, ce sera une vidéo très, très axée théorie, mais qui est essentielle. Essentielle, essentielle. Mais dans tous les cas, je vais sortir un épisode 2 très bientôt, qui sera vraiment sur de la pratique, avec des templates, avec un projet, un objectif, et où l'on va build ensemble. Voilà, on va créer quelque chose ensemble. Vous allez voir le workflow que personnellement j'utilise pour coder. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on peut vraiment aller très 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 vite. C'est violent. Surtout avec tout ce qu'on peut ajouter, que ce soit des slash commandes, des agents, des sub-agents, des MCP. Bref, vous allez tout voir. Je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un très très bon visionnage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Autrement, il y a le Discord aussi que je vais rajouter, je pense, malgré qu'il soit plus très très actif. Mais au moins, on a une base sur laquelle on peut démarrer. Et on va démarrer cette magnifique série vidéo qui vous expliquera comment coder avec l'IA. C'est parti. Hello tout le monde, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve, je pense, pour la plus grosse vidéo de la chaîne, pourquoi pas même de l'année, je l'espère. Mais bon, concrètement, aujourd'hui, je vais vous apprendre à coder grâce à l'intelligence artificielle. Je ne vais pas parler de vibe coding, je ne vais pas parler, on va dire, d'intelligence artificielle, mais globalement, enfin, là, l'idée, c'est vraiment de faire du concret. J'ai pas prouvé ma légitimité aujourd'hui, vous avez qu'à voir ma chaîne YouTube sur quel projet j'ai déjà pu monter. Mais pour être tout à fait transparent, je suis loin d'être le meilleur développeur aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que, de un, j'avise à l'être, et surtout de deux, j'arrive à créer des choses concrètes pour moi, pour mes clients, un minimum sécurisé, un minimum viable, stable. Et pour moi, c'est l'essentiel aujourd'hui pour faire cette vidéo et pour vous montrer qu'en fait, on n'est pas obligé de savoir à proprement bien coder pour pouvoir fournir quelque chose de vrai, pour pouvoir créer de la valeur avec nos doigts. Donc concrètement, la vidéo ici, bon, comme vous voyez, il y a vraiment un énorme diagramme là que je viens tout juste de terminer et qui est le plus exhaustif possible, vraiment. Ça fait plus de 1 an facilement que je suis en train de coder avec Cursor. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs que j'aimerais que vous évitiez de faire. Et j'aimerais vraiment tout vous partager aujourd'hui. On est parti pour de la valeur, vraiment de la valeur pure et dure. Donc déjà dans le Notion, alors hop, je me redirige vers Notion. Donc il y a vraiment un petit peu de théorie quand même à comprendre. Je sais, pour ceux qui utilisent déjà un petit peu Cursor, peut-être que ça vous paraît bateau, même ceux qui s'y connaissent un peu en IA, mais croyez-moi, je veux vraiment partir sur une base saine pour que tout le monde ait les mêmes bases et que vous ne skippez pas la vidéo et vous comprenez rien. Bref, c'est parti. Donc déjà, avant de commencer, comme je l'ai dit, disclaimer, je suis loin d'être un développeur senior, je ne connais pas toutes les bonnes pratiques, mais je sais réaliser des applications concrètes dans le monde réel qui créent de la valeur pour moi et mes clients. Alors, je souhaite partager mes méthodes qui permettront, malgré mon avancée, de produire certes un code imparfait, mais fonctionnel. Bref, la différence entre avant et aujourd'hui. Alors, je zoome un petit peu, comme ça si vous êtes sur mobile, vous pouvez suivre quand même. Donc, les professionnels du code d'avant. Un accès à l'information et au code d'exemple beaucoup plus difficilement qu'aujourd'hui. Beaucoup moins de librairies haut niveau et de vidéos YouTube, et encore moins d'IA générative. Plus de temps à raisonner que à coder, malgré qu'aujourd'hui ça reste quand même très très réel, et surtout obligé de maîtriser à 100% la technique pour matérialiser leurs souhaits. Et là je me mets en grand écran, ça c'est vraiment l'opportunité IA, j'ai presque envie de dire, du siècle qui est rendue possible aujourd'hui. Bref, donc les codeurs professionnels d'aujourd'hui. Donc les codeurs professionnels d'aujourd'hui comparés à ceux d'avant, ils savent exactement ce qu'ils veulent et l'expliquent à l'IA avec une prompt qui est parfois peu fonctionnelle, à peu près fonctionnelle. Mais en tout cas, après, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rectifier le code parce qu'ils pensent que l'IA ne pourrait pas faire un code propre, correct, dès la première fois. Et c'est pour ça que là, je vais vraiment vous montrer, plus tard, vous le verrez, toutes les méthodes, notamment dans la partie ici, construction, résolution de problèmes, qui vous permettra de juste skip ça et d'avoir un code propre généré grâce à l'intelligence artificielle. Ensuite, on a les vibe codeurs. Les vibe codeurs qui, je pense, vous en faites partie. Bon, voilà, peut-être une partie des gens qui regardent cette vidéo.
mais qui n'y connaissent rien, ou en tout cas très peu en termes de code, et qui espèrent, à force de balancer des erreurs dans le chat de Cursor, avoir une réponse qui du coup sera correcte et qui résoudra tous les bugs. Mais je tiens à le dire tout de suite, et on verra dans la vérité que personne ne veut entendre, mais ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, personnellement, je me considère comme un néo-hybride. Complètement, je sors ça de mon chapeau. Concrètement, c'est l'entre-deux entre un vibe codeur et un codeur professionnel. C'est-à-dire que concrètement, je sais ce que je veux dans les grandes lignes. Je sais exactement quel plan d'action je veux mener, en tout cas, encore une fois, dans les très grandes lignes. Et l'IA, elle, va réaliser en toute autonomie la technique qui est liée à la partie que je souhaite implémenter dans mon code. J'ai vraiment me remettez arrière si vous n'avez pas compris, mais ça, c'est l'essentiel. Et concrètement, voilà, d'une seule traite, elle gère les erreurs minimes telles que les imports, etc., les librairies à télécharger. Voilà. Et donc concrètement, pour vraiment synthétiser tout ce que je viens de dire, auparavant, maîtriser la technique était essentiel pour pouvoir créer de la valeur. Aujourd'hui, il suffit juste d'avoir des fondamentaux ainsi que de bonnes pratiques pour rédiger un code fonctionnel et aussi scalable que les devs seniors. Voilà, donc ça, c'était vraiment le disclaimer et la différence entre les devs d'avant et d'aujourd'hui. Maintenant, la vérité que personne ne veut entendre, l'IA ne permet pas, en tout cas pas encore, jusqu'à les 3 à 5 prochaines années, de coder une application entière sans aucune connaissance et de qualité professionnelle. Je vais l'expliquer exactement pourquoi ci-dessous et surtout comment, malgré ce gap de connaissances, qu'on peut quand même créer de la valeur en partant de rien et en tout cas de pas grand-chose. Ensuite, le grand minimum pour moi, même si aujourd'hui tu penses savoir coder, c'est d'avoir les bases en HTML, CSS pour comprendre le front-end et surtout le JS et le Python pour comprendre le back-end. Aujourd'hui, une IA, elle se débrouille à peu près au front-end, malgré que sur les gros projets, ça peut être complexe, mais surtout le back-end. Et quand je parle de back-end, moi j'incite beaucoup à faire du Python. Pourquoi? Pareil, j'ai expliqué ça ci-dessous. Bref, fondamentaux de l'IA. Là, c'est très très important cette partie, parce que sans ça, en fait, tout ce que je vais aborder plus tard dans la vidéo, vous n'y comprendrez rien du tout. Donc, déjà, très important à assimiler. Tu es un orchestrateur. Là, j'ai mis or parce que Terminator. Tu es un orchestrateur et plus un développeur. L'IA est soumise à toi et son seul objectif est de générer du code du plus pertinent qu'elle peut uniquement en fonction de ce que tu vas lui demander de générer, de par les contraintes que tu vas lui imposer et les bonnes pratiques que tu pourras lui apporter. Ça, c'est essentiel. Vraiment, ça, il faut le comprendre, il faut l'assimiler, il faut le manger. Mais relisez ça pour vraiment être conscient de ce que je dis et l'appliquer. Bref, donc l'IA a 3 valeurs principales. Convertir, amplifier et personnaliser. Convertir, c'est passer d'un plan, passer d'un flux de données, passer d'une matière première qui a de la valeur à une autre forme, à un autre format, donc que ce soit un autre langage, une autre application, bref, qu'importe, ce que l'on veut, vraiment ce que l'on veut, à partir du moment où on l'applique, à partir du moment où on récupère le concept intrinsèque et que du coup on le convertit vers un autre format. Voilà, donc ça c'est déjà la conversion. Ensuite, amplifier, passer pourquoi pas d'un code minimum viable à un code sécurisé et scalable. Et ensuite personnaliser, prendre pourquoi pas le code de quelqu'un d'autre, d'une autre société ou que sais-je, et de le personnaliser à soi, faire en sorte qu'il soit beaucoup plus pertinent pour le cas d'usage, un cas d'usage personnel ou un cas d'usage professionnel pour un client. Voilà, donc ça c'est les 3 valeurs. Ensuite, comment en tirer le meilleur parti? C'est-à-dire comment tirer le meilleur parti possible de l'IA. Et bien, concrètement, il y a d'abord la partie, une phrase pour tout retenir. La connaissance plus le prompting va faire que vous aurez un développement facile, rapide et propre. Si tu connais tout et que tu expliques parfaitement à l'IA ce que tu veux, c'est terminé. C'est terminé. C'est-à-dire que si tu sais exactement tous les librairies que tu vas utiliser, si tu sais quel projet tu vas faire, quel est l'objectif, comment tu vas le concevoir étape par étape, et que tu arrives à transmettre ton idée, ton savoir, ta pensée à l'intelligence artificielle, tu pourras réaliser ce que tu veux. Mais vraiment ce que tu veux. Même des trucs les plus sombres, et dans l'idéal les trucs les plus cool, mais tu pourras faire ce que tu veux. Bref, plus tu as de connaissances, plus tu sais prompter, et au mieux tu développeras des applications rapidement.
de manière claire maintenant, c'est ce que c'est. Donc ce que j'entends par connaissance, c'est d'abord la connaissance sur ton projet, de manière microscopique, mais une connaissance aussi macroscopique sur les technologies que tu vas utiliser, les bonnes pratiques que tu vas avoir, les documentations, etc. Ça, c'est hyper important. Maintenant, tout ce qui est lié à l'IA, c'est la fenêtre de contexte. Les LLM sont limités par la fenêtre de contexte. Concrètement, hein, c'est qu'un LLM, il a un nombre de tokens qu'il va prédire en fonction de qu'est-ce que tu lui as demandé. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif d'un LLM, c'est de prédire le prochain mot. Et concrètement, lorsqu'il va faire ça, eh ben, il aura une fenêtre de contexte limitée, donc c'est-à-dire en fait il aura un nombre de tokens max qu'il pourra prendre pour générer ensuite le reste de sa réponse et surtout pour garder une réponse cohérente. Mais ce qui fait que lorsque tu vas coder par exemple avec Cursor et que tu vas par exemple envoyer un message, que tu vas lui donner des extraits de code, que tu vas lui donner des logs, des bugs, etc. En fait tout ça c'est des tokens. Des tokens qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent et qui au bout d'un moment, tout en bas à droite, te demande de créer un nouveau chat. Pourquoi? Parce qu'il commence à saturer. Il commence à y avoir trop de data pour prédire le prochain mot, le prochain token de manière cohérente. Et c'est pour ça que c'est très important en fait d'optimiser sa fenêtre de contexte pour qu'on puisse rentrer le plus d'informations pertinentes possible et par conséquent d'avoir les meilleures informations en retour, en output. Donc voilà, ça c'est la fenêtre de contexte qui est quand même très très importante à comprendre et à optimiser, on va voir comment plus tard. Ensuite, l'hallucination. Qu'est-ce que l'hallucination? En fait, c'est la continuité de la fenêtre de contexte. Vu que sa fenêtre de contexte est beaucoup trop pleine, elle va halluciner. C'est-à-dire qu'elle va créer un code qui ne sera pas trop cohérent, elle va ajouter des librairies qui n'existent pas, elle va... Alors ici, j'avais noté quelques exemples. Générer du code qui pour elle est totalement logique, essayer de prédire, mais qui dans le contexte n'est plus approprié. Plusieurs raisons à cela, donc il peut oublier où se situe un fichier, il peut confondre dans une librairie, activer ou oublier d'activer l'environnement virtuel. Bon, il y a pas mal de choses. Bref, donc ça c'est l'hallucination. Ensuite, le respect de l'environnement. Ça c'est quand même un point que je souhaite soulever parce que c'est quand même très 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 peu connu. Mais dites-vous qu'une prompt, même des plus basiques que vous faites chez OpenAI, Anthropic, etc., ça coûte 2 à 3 litres d'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous allez me dire, mais Hugo, mais quel rapport? Les data centers, ça consomme de l'électricité, ça chauffe, pour les refroidir, il faut de l'eau, et ils vont aller chercher de l'eau où? Eh ben, dans les déserts. Vous allez me dire, mais comment ça, Hugo? Parce que c'est là-bas que c'est pas cher, la main d'œuvre. Enfin bref, j'ai vu une vidéo sur les hauts d'œuf là-dessus qui est très intéressante, je vous invite à la regarder. Et d'ailleurs, à côté de ce coût environnemental, il y a aussi et surtout un coût monétaire, un coût financier. Et oui, dites-vous que chaque requête que vous allez effectuer pour les plus basiques d'entre elles va coûter entre 3 et 6 centimes. Donc en moyenne 4 centimes, ce qui est juste incroyable. Enfin, incroyable, à force ça coûte assez cher quoi. Et si vous utilisez le mode Pro ou le mode Max, je ne sais plus comment ça s'appelle sur Cursor, c'est entre 20 centimes et 1 euro la requête. D'accord? Donc en gros, pour une application classique avec back-end, front-end, etc., on peut être aux alentours de 5, 10, 15 euros si vraiment vous êtes un consommateur moyen. Si vous êtes un gros vibe codeur, avoir une application qui fonctionne à peu près, qui est bof sécurisée, on peut monter vite à 50, 60 euros. Mais si par contre vous êtes un codeur qui sait exactement ce qu'il veut, quel projet il a en tête, qu'il a toutes les documentations, etc., sincèrement, même pour une très grosse application, on peut s'en sortir pour 5 à 10 euros max. Bref. Voilà. Ensuite, 2 éléments cruciaux pour justement optimiser la fenêtre de contexte, respecter l'environnement, etc., etc. Eh ben, on a 2 choses qui sont spécialement dédiées en fait au développement grâce aux IDE propulsés par l'IA, donc IDE, Cursor, Windsurf, etc. Les tâches. Donc en fait, les tâches, comme son nom l'indique, c'est littéralement toutes les actions et sous-actions que devra réaliser l'intelligence artificielle, et ce sur chaque dossier, chaque sous-dossier, chaque fichier, chaque sous-fichier, chaque fonction, chaque variable. En fait, l'idée c'est, dites-vous bien que plus vous avez quelque chose de précis, et plus cette précision est concise, vous aurez en fait le meilleur moyen d'optimiser une requête pour un LLM. Reprenez ça, c'est plus c'est clair, et plus c'est concis, au plus le code sera de qualité. Voilà, less is more. Moins il y en a, mieux c'est. Bref,
Et ensuite les règles, donc ça c'est à côté des tâches. Donc c'est un prompt supplémentaire que l'on va ajouter à notre prompt, mais aussi au système prompt. Donc le système prompt, c'est en soi la prompt initiale sur lequel est basé le LLM pour générer sa réponse. Et ben en fait on aura la prompt qu'on ajoute dans le chat, donc vraiment voilà, modifier ce code, ajoute telle fonction, ceci, cela. Et on aura aussi les rules, les cursor rules, qui elles seront une prompt supplémentaire et qui ressemble à ça. De toute façon je vous l'ajouterai dans la description. Mais en gros une cursor rule c'est par exemple voilà, rôle, tu es un lead développeur senior qui a pour objectif de générer du code de qualité permettant d'atteindre un quelconque objectif qui te fera. Enfin bref, bon, il faudra que je corrige, mais bon, c'est un détail. Mais c'est ça un cursor rules. Ça, c'est une rules de cursor. Bref. Et enfin, quel modèle choisir? Très sincèrement, après vraiment beaucoup, beaucoup d'utilisation de cursor, je peux vous l'annoncer. Pour moi, Claude 4, c'est le mieux. Claude 4 Sonnet ou Opus, mais Opus, il coûte un peu cher quand même, parce qu'en fait, on peut l'utiliser qu'en version max. Yo, c'est Hugo du futur. Alors, pour reprendre cette partie-là, aujourd'hui on est en octobre, mi-octobre 2025. Pour moi, clairement, c'est Claude Sonnet 4.5 qui reste le meilleur en tout point. Après, j'irais peut-être Claude Opus 4.1. Mais par contre, les modèles GPT-5, même les modèles de raisonnement, DeepSeek, Gemini, ils sont toujours aussi nuls. Vraiment toujours aussi nuls. Que ce soit au front-end, au back-end, ils sont lents, ils sont incohérents. Après, peut-être que vous avez eu d'autres expériences, mais moi je vous le dis, j'aime pas du tout. Et dans tous les cas, moi, perso, j'utilise Claude Code aujourd'hui. C'est clairement le meilleur. Voilà, personnellement. Après, c'est que mon avis. Et il y a un sujet que j'ai pas abordé ici. Enfin, que j'ai, voilà, que je reviens aussi sur le Go du futur, hein. Concrètement, c'est votre niveau de vie, mais en fait votre niveau de LLM. Alors qu'est-ce qu'on entend souvent parler le niveau de vie? Alors qu'est-ce que le niveau de vie? En gros, le niveau de vie, c'est vraiment par exemple quand plus tu fais d'argent, et ben plus tu vas augmenter ton standing. Tu vas commencer à sortir plus souvent, tu vas payer les restos, tu vas, je sais pas, commencer à, voilà, tu dépenses plus. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui augmentent leur niveau de vie sans que le niveau de revenu augmente. Ce qui fait que, ou sinon par exemple, le niveau de revenu augmenté, le niveau de vie aussi, mais bizarrement, le niveau de revenu a rebaissé. Mais le niveau de vie, lui, est le même, voire même qui continue à augmenter. Donc ce qui fait que, au bout d'un moment, si on ne fait pas attention, bon, on peut très vite tomber dans le rouge et c'est très difficile de monter son niveau de vie, donc en l'occurrence ici son niveau de LLM, euh, sans vraiment prévoir si sur le long terme on pourra le maintenir. Par exemple, moi aujourd'hui, je peux me permettre de payer Claude Code Max à 100 euros par mois. Euh, voilà, je pars du principe que je pourrais continuer à le payer déjà tout le reste de l'année, pourquoi pas même l'année prochaine, l'année d'après, etc. Mais par exemple, quelqu'un qui n'a pas énormément de revenus ou autre, s'il commence à utiliser des gros LLM, eh ben, il va de moins en moins réfléchir. Il va aussi de plus en plus payer, mais s'il n'est pas capable de maintenir ça sur le long terme, pour moi, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que tu vas juste avoir un coup de boost, et puis tu seras obligé de arrêter, de payer des trucs comme ça, et du coup redescendre. Donc, ce qui fait que tu auras commencé à prendre des habitudes avec des LLM qui sont très compétents. Mais en fait, vu que tu es obligé de redescendre au niveau de LLM, ton développement il se passe beaucoup moins bien. Donc, faites attention. Faites vraiment attention. À ce niveau-là, c'est pour moi. Voilà, c'était très important de le faire passer ici. Bref, donc ça maintenant c'était pour la compréhension de l'IA. J'espère que c'est clair. Maintenant, comment fonctionne le code? Donc là, je vais aborder des concepts qui, en soi, sont fondamentaux et qui permettront derrière de vous aider à générer du bon code quand même. Donc un minimum de bon code. Encore une fois, je suis loin d'être un professionnel, mais j'arrive à générer du code qui est quand même cool. Donc je vous fais part de ce que je connais et surtout des concepts nécessaires pour comprendre le code. Donc le maître mot dans le code, comme j'ai dit, c'est la simplicité. Plus c'est concis, plus c'est clair, mieux c'est. Less is more. Et donc, pour faire simple, et ça, de toute façon, on va le voir dans le process pour comment coder, mais on part d'un objectif, on design une architecture et on la développe en allant à l'essentiel. C'est aussi simple que ça, le code. Aussi simple que ça. Bref, maintenant, l'effet poupée russe. Ça, c'est limite aussi important que d'aller à l'essentiel. C'est que dites-vous, je vais vous montrer, hein, pour ceux qui sont au fond de la classe, qui ne savent pas ce que c'est qu'une poupée russe, une poupée russe, c'est ça. Et là, je vous montre une poupée russe. C'est une poupée
qui est dans une poupée, 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 etc., 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 etc. Et donc dites-vous que lorsque vous arrivez à la poupée la plus petite, mais vraiment la plus petite, eh ben, en fait on arrive au langage de bas niveau, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait le langage de bas niveau, c'est vraiment limite du binaire. C'est le langage machine, c'est on discute en 0 et en 1 et on effectue des actions sur les transistors électroniques de notre PC. Bon, je ne sais pas si j'ai dit les bons termes, mais en tout cas, c'est vraiment ça l'idée qu'il faut prendre. Et en fait, plus on va monter d'étage en étage, donc de poupées russes en poupées russes, et donc des poupées russes qui sont les plus grandes, mais en fait, on arrive cette fois-ci à des langages de haut niveau. Donc par exemple, du Python, du JavaScript, du HTML, enfin, tous ces langages qui sont presque du langage naturel. Enfin, c'est vraiment du langage qui est tout de même très, très accessible, très manipulable. Et donc c'est pour ça que c'est si je puis dire, du haut niveau, quoi. Et enfin, oui, après les langages très haut niveau, donc ça c'est les librairies, les SDK, tout ça, tout ça. Mais donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le code, par exemple, du SDK va utiliser lui-même du code haut niveau, tel du Python, par exemple, et le Python lui-même va faire du langage machine. Bon, ça déjà, c'est la première partie de la poupée russe que je voulais vous montrer. La deuxième partie de la poupée russe, c'est directement dans le code, en fait. Donc, je vais vous donner un exemple très concret, comme ça, c'est parlant. On va prendre l'exemple de mon agent IA. On a par exemple le serveur. Ok, on a le serveur. Donc le serveur, ici, comme on le voit, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le chat router. Donc chat router, où est-ce qu'il va le chercher? Il va le chercher ici dans route.chatroute. Où est-ce que c'est? En fait, c'est juste là. C'est route. Et ensuite chatroute. Génial. Donc là, je vais aller là-dedans et qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver mon chat router. Donc chat router qui est pour le coup juste ici. Tac. Et ensuite, si on veut aller plus loin, c'est-à-dire on veut aller encore plus loin dans les éléments, en fait là on va regarder, on va voir par exemple ici, dans Fast API, on voit qu'on a importé API Router. En fait, où est-ce qu'il se situe ce Fast API? Moi je vais vous le dire, en fait j'ai fait, pour vous expliquer, j'ai fait un pip install Fast API. Donc en fait, lorsque j'ai fait ça, techniquement, il va récupérer des fichiers Python qui sont à Fast API et ensuite les ranger, bon, pour quelqu'un qui fait son code proprement, dans l'environnement virtuel. Donc pour l'instant, oubliez l'environnement virtuel, enfin, c'est juste en fait un fichier qui va contenir tout ce qu'on a téléchargé d'extérieur pour faire fonctionner le code. Donc quand on fait pip install, on met tout dans, l'environnement virtuel, donc le point .venv. J'espère que jusqu'ici c'est clair. Et donc on va chercher, ok, en fait, moi j'ai mon code serveur qui va charger la route qui se situe dans chatroute. Et qu'ensuite, chatroute, il va utiliser les fichiers qui sont contenus dans FastAPI. Donc on va aller chercher FastAPI, ABCDEF, voilà, FastAPI. Et dans FastAPI, qu'est-ce qu'on a? On a OpenAPI. OpenAPI qui lui ira chercher par exemple ces informations depuis Callable. Dans Callable, écoute, on va aller chercher Callable. Enfin, vous voyez l'idée? C'est-à-dire qu'en fait, on a du code qui est dans du code, qui est dans du code, dans du code. Pourquoi on fait ça? Non, mais on peut se poser la question. Moi aussi, je me suis posé la question. Pourquoi on fait ça? En fait, si vous ne faites pas ça, c'est comme si vous alliez avoir un main.py, donc vraiment le fichier principal, qui fait 300 000 lignes. C'est juste pas possible. C'est complètement impossible. C'est immaintenable. Donc dites-vous qu'en fait, au lieu de faire un gros fichier qui fait 3000 lignes, on va prendre chacune de ces grosses parties du code et les diviser en autres petits fichiers que l'on va appeler indépendamment. Et donc là, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, on a une architecture avec des dossiers, des sous-dossiers, des fichiers, des sous-fichiers, des fonctions. Et en fait, chaque fichier ne contiendra au final que 200, 300, 500 lignes. Bon, ça c'est vraiment si on fait du gros développement, mais dans l'idéal, c'est mieux de faire 200, 300 lignes, quoi. Et forcément, ces lignes seront indirectement importées dans d'autres fichiers. Donc voilà, pour retenir, les poupées russes, c'est d'un côté le langage de haut niveau qui exécute du langage de bas niveau, et du code dans du code dans du code. Voilà, si tu retiens ça, c'est génial. Ensuite, selon moi, le meilleur langage pour coder, enfin les meilleurs langages, parce qu'en soi, il y a la partie front-end, mais aussi la partie back-end. Donc comme j'ai dit, pour la partie back-end, pour moi, c'est le Python. Vraiment, le Python, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est connecté avec tout le SDK, on peut faire tout ce qu'on va avec, on peut faire du machine learning, de la data science, des algorithmes.
Et puis même pour gérer tout, je trouve que c'est beaucoup plus simple que TypeScript ou autre. Enfin, si je vous conseille un langage et que vous n'avez aucun langage pour l'instant de prédilection, allez dans Python si vous faites de l'IA. Ensuite, pour le front-end, du React. Pourquoi? Auparavant, j'utilisais du HTML, CSS, JS. Mais je me suis rendu compte que, effectivement, on a beaucoup moins cet effet poupée russe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un gros code et qui permet de le dispatcher en plusieurs sous-fichiers. Juste, en fait, ça, c'est possible que pour le JavaScript. Autrement, pour le HTML, en fait, c'est une page qui va contenir tous tes boutons, tous tes titres, tous tes trucs. Donc, c'est pour ça que je préfère le React, parce que là, il y a vraiment cet effet poupée russe qui est très prononcé et qui est d'ailleurs même fondé là-dessus. Donc, et c'est donc beaucoup plus AI friendly, c'est mieux pour les IA. Voilà, donc deux langages, pour moi c'est ça. Et donc quand on parle de Python, en fait on va juste créer à la fin une API, pourquoi pas avec Fast API, moi c'est ce que j'utilise. Après il y a Rapid API, Flask, Django. Et donc de par ce back-end là, il va recevoir les requêtes que l'on va effectuer du front-end. Et donc le front-end va juste faire des requêtes vers le back-end. C'est vraiment comme ça que ça marche, hein. C'est aussi simple que ça. Bref. Voilà. Donc ensuite, on a les librairies. Donc ça, c'est vraiment un petit peu lié voilà, avec l'histoire du code. Donc en fait, ce sont des morceaux de code qui derrière simulent du code plus complexe en arrière-plan et qui permettent de se connecter via par exemple SDK ou API à des outils externes tels que OpenAI, Airtable, Slack, bon j'ai que ça qui me vient en tête, et développés par d'autres développeurs permettant donc de faciliter et de spécialiser son intégration directement dans les process que l'on conçoit pour soi ou ses clients. Voilà. Et enfin, les bases accès Python. Donc là, c'est quelques bonnes pratiques quand même que je souhaite vous partager. Donc d'abord, comme j'ai mentionné, on a l'environnement virtuel. Donc l'environnement virtuel, c'est vraiment de quoi pas avoir de conflit de version et en gros de ranger tous les trucs que l'on télécharge pour faire fonctionner notre code, donc les librairies, directement dans un espace qui lui sera caché, enfin sécurisé, en tout cas qui sera dédié à une certaine partie du code. Ensuite, on a le point ENV, donc ça je pense que quand même ChatGPT vous l'a pas mal généré, mais en fait le point ENV lui, il va vraiment contenir tous les trucs sensibles, quoi, hein, les tokens, les ID, les clés API, voilà tout ça. Et ensuite le main.py, qui lui très généralement, en tout cas en termes de bonne pratique, c'est le code final qui va générer pourquoi pas l'API finale, qui va pourquoi pas lancer le script final. Enfin, c'est vraiment le gros du code qui va au final assembler tous les petits morceaux de code que l'on aurait générés précédemment via justement cet effet poupée russe. Ensuite, on a la configuration. Donc la configuration, en fait, on peut y mettre un ENV. Et il y a notamment le settings. Settings qui est très utile, qui en fait permet d'ajouter des paramètres. Ensuite, d'autres trucs intéressants, par exemple les utilitaires. Ici, en fait, ce seront des programmes qui seront communs aux services, donc les services que j'expliquerai juste après, mais qui globalement seront utilisés un petit peu partout, hein, à chaque fois c'est ça. Ensuite, les services, pareil. Donc là, les services, c'est plutôt des fichiers qui vont encapsuler des services prêts à l'emploi, en fait, des logiques métiers, si je puis dire. En fait, ils vont interagir avec des outils externes, quoi, globalement. Ensuite, on peut avoir des scripts. Donc les scripts, ça peut être soit un fichier seul, soit un dossier qui comportera plusieurs scripts, mais globalement c'est des programmes qui sont indépendants, qui vont pourquoi pas utiliser des utils, pourquoi pas utiliser des services, mais qui à terme permettront d'avoir une entrée et ensuite un résultat. Voilà. Check info, donc c'est le nom de script que j'avais donné. Après, tout ce qui touche base de données, ça reste quand même important. Donc niveau de la base de données, souvent en fait il y a DB, hein, qui veut dire database. Elle permet d'initialiser la base, table, colonne, etc. Bon, après, ça part un petit peu plus dans le détail, mais si vraiment vous voulez approfondir ces sujets, je vous invite juste à prendre la transcription, à la donner à ChatGPT, lui poser vos questions, et voilà. Après, la pipeline, c'est un fichier qui permet de partir d'une donnée. Donc, par exemple, je sais pas moi, vous avez des scrappers web, vous avez des RSS, vous avez des feedbacks clients de par des formulaires. Et vous devrez en fait prendre ces données, les standardiser dans un format pour ensuite l'envoyer dans la base de données. Vous ne pouvez pas juste prendre et l'envoyer dans la base de données, sauf si évidemment ça correspond parfaitement. Mais c'est très rare que ça corresponde parfaitement lorsqu'on a plusieurs flux de données. Donc l'essentiel c'est prendre plusieurs flux, le mettre à un seul endroit, le formaliser et l'entrer dans la base de données. Voilà. Ensuite on a CRUD, ça c'est un terme, donc Create, Read, Update and Delete.
Donc, c'est un programme voilà, qui permet en arrière-plan, qui va exécuter par exemple des requêtes SQL. Enfin, en fait, c'est juste donner, qu'importe le code, la capacité de créer, lire, mettre à jour ou modifier ou supprimer. Enfin oui, mettre à jour c'est la même chose que modifier. Euh, donc bref, créer, lire, mettre à jour ou supprimer un élément depuis une base de données par API. Voilà, globalement. Ensuite, les routes et les API, j'ai bien. 90% du temps, c'est carrément ce qui sera dans toutes vos applications, dans tous vos backends. Et c'est ce qui juste permettra à soit vous, soit un utilisateur de pouvoir interagir avec votre outil, soit de par des lignes de commande, soit de par un front-end. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, donc l'essentiel, comme je l'ai dit, tant que tu comprends ton code, quel fichier fait quoi, pourquoi il est appelé de telle manière, etc., c'est l'essentiel. L'objectif, c'est juste de le rendre maintenable, clair et concis. Bref, maintenant pour la pratique. Là, on passe à la pratique. C'est vraiment, au final, je ne vais même pas coder devant vous parce que si vous voulez vraiment des codings en live, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Mais ici, je vais vraiment vous donner tout le WIME cycle, hein, tout le process ici, vous détaillez tout étape par étape pour vous expliquer comment coder proprement. Oh my god. Donc, tout d'abord, les cursor rules, moi je vous invite à prendre celle-là. Donc, effectivement, je vais la modifier avant de vous la partager parce que j'ai fait des fautes dedans, j'ai oublié, donc je vais les modifier. Voilà. Ensuite, bonne pratique. Ça, c'est comment rédiger un prompt. Donc, de toute façon, on va le voir au fur et à mesure, hein, mais concrètement, les questions qu'il faut se poser lorsque l'on rédige une prompt. Est-ce que si je disais ça à un humain, ça serait clair pour lui? Est-ce que j'ai bien ajouté tous les fichiers à son contexte qui lui permettra de résoudre mon problème ou d'atteindre l'objectif? Est-ce que je ne peux pas raccourcir ma prompt pour aller encore plus à l'essentiel? Clair et concis. Oh my god, tu as suivi, c'est magnifique. Ensuite, les symboles. Donc, si tu as un morceau précis de code à modifier, mais que tu ne sais pas où est-ce qu'il se situe exactement, ça peut être pertinent de récupérer les caractères exacts qui sont utilisés. Comme ça, en fait, lui-même, de par de la sémantique, il pourra juste mieux retrouver le morceau de code auquel enfin, le morceau de code dont tu lui as fait part, quoi. Et maintenant, oh my god, comment coder avec l'IA? C'est parti. Donc, on passe au plan d'action très clair. Définir clairement le projet. Alors vraiment déjà, il y a deux grosses étapes. C'est d'abord définir le projet le plus clairement possible et processus pour coder. C'est les deux seules choses pour moi qui sont essentielles pour pouvoir faire un projet viable presque du premier coup. Donc, depuis le front-end, dans l'idéal, en fait, c'est ça. Déjà, donc, je vais plutôt partir ici, c'est délimiter le projet. Donc déjà, quel est l'objectif exact du projet? Vraiment, c'est quoi le but? Pourquoi vous le faites? Au-delà d'une raison peut-être économique ou autre, en fait, quelle est vraiment la solution que vous apportez à quel problème? Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, quel est l'objectif? Ensuite, pour qui est-il destiné? Vraiment, qui sont les utilisateurs finaux qui vont utiliser cet outil? Après, légitimement, on pourrait se poser la question, dans ce cas, quelles sont les fonctionnalités essentielles qui permettront aux utilisateurs d'atteindre l'objectif initial, donc d'atteindre l'objectif du projet. Et enfin, comment agencer ces fonctionnalités dans une interface, donc que ce soit par API ou par front-end, qui permettra aux utilisateurs cibles d'utiliser facilement, en tout cas de la manière la plus efficiente possible, chaque fonctionnalité qui va être créée pour atteindre l'objectif. Et à partir de là, en fait, vous aurez déjà un front-end qui va se faire sous vos yeux, presque magiquement. Donc de toute façon, quand je parle de créer le front-end, en soi, c'est vraiment créer ça. Je ne vais même pas vous expliquer un truc très, très compliqué. Moi, quand je design mes front-end, voilà la gueule du front-end, quoi. L'essentiel, c'est que ce soit clair pour vous. Et si vous avez pourquoi pas du Figma, écoute, c'est top, mais franchement, tant que c'est clair, en fait, c'est inutile. Et ça, par exemple, vous le verrez plus tard, mais c'est pour une base de données. Voilà, donc en fait, là, j'ai mis les différentes bases. Donc ici, on peut voir utilisateurs, LLM, outils, etc. Et techniquement, en fait, il y a chaque champ, chaque type de champ. Enfin, bon, on va détailler tout ça. Bref, donc à partir du moment où vous avez ça, vous créez soit le front-end directement, soit un semblant de front-end, comme j'ai évoqué ici, mais à partir du moment où c'est clair, c'est cool. Ensuite, dès que vous avez fait les bases du front-end, il faudra juste se demander
quelles sont les requêtes que mon front-end va effectuer vers mon back-end. Parce que forcément, avoir un front-end, c'est bien mignon. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un. En tout cas, à partir du moment où vous avez une interface sur laquelle on parle, pour justement utiliser une fonctionnalité pour atteindre l'objectif, dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Donc par exemple, là j'ai un front-end, c'est cool, je clique sur un bouton, qu'est-ce qui est censé se passer après que j'ai appuyé sur le bouton? Quelle requête je vais envoyer et qu'est-ce que je devrais recevoir en retour? Quel input j'envoie? Quel output je reçois? Aussi simple que ça. Quel input j'envoie? Quel output je reçois? Et donc, quels sont... voilà. Et pour chaque requête, vous allez juste vous demander, déjà, est-ce que c'est rattaché à une action ou une donnée? Si c'est une action, dans ce cas, quelle action script service je devrais déclencher? Et à l'inverse, si c'est une donnée, dans ce cas, qui, que ce soit l'utilisateur, l'administrateur, le modérateur, pourra faire quoi? Lire, créer, modifier, supprimer. Vous en faites pas, il n'y en a pas plus que ces quatre-là. Ensuite, dès que j'ai défini concrètement quelle action il y aura, si c'est une donnée, si c'est une action, qu'est-ce que va comporter chaque requête? Donc ça peut être un ID, un chiffre, des lettres, des chaînes de caractères, des objets, des tableaux, des bouteilles d'eau, je ne sais pas. Ouais. Qu'est-ce que chaque requête comportera? Ensuite, qui effectuera cette requête? Donc techniquement, dans quel fichier cette requête devra être effectuée? Et ensuite, où est-ce qu'elle va aller? Est-ce qu'elle a besoin d'être transformée? Concrètement, on a une requête, on sait d'où est-ce qu'elle est déclenchée, en fait, où est-ce qu'elle va aller? Quel fichier, dans quel sous-fichier elle va interagir? Voilà. Et à partir de là, dès que vous aurez fait ça pour chaque requête, en fait, très naturellement, vous aurez une liste de chaque endpoint. Donc un endpoint, c'est ça, c'est https://monsite.com/api/user. Voilà. Et bien là, du coup, je peux créer un user, je peux modifier un user, etc. etc. Donc, très important, lister en fait tous les endpoints API qui seront donc rattachés à votre application. Voilà. Hugo du futur, toujours, petite précision. Oui, j'arrive Claude. Donc concrètement, si c'est pas clair comme de l'eau de roche, en fait c'est pas grave. Tout dépend de l'ampleur du projet. C'est-à-dire que si vous avez vraiment quelque chose de hyper complexe, forcément il faudra que ce soit hyper détaillé, mais au contraire s'il n'y a pas énormément de features, écoute, c'est pas grave si c'est pas détaillé. En fait, c'est juste que plus il y aura de détails sur ce que vous voulez faire, plus ce sera simple pour vous, ainsi que pour le LLM, de comprendre ce que vous faites et de coder. C'est surtout ça. Donc, en fait, c'est simple, hein. Plus c'est clair, plus c'est facile. Et moins c'est clair, moins c'est facile. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, c'est à vous de choisir à quel point vous voulez être clair. Moi, ce que je donne ici, c'est énormément de cartes qui vous permettent de clarifier votre pensée, de pouvoir la structurer pour votre LLM. Et à l'issue de cela, vous avez qu'un temps. Soit vous le rendez clair et c'est parfait, soit vous le rendez pas clair. Et si par exemple vous avez du mal à le rendre clair, à clarifier tout ça, n'hésitez pas à prendre la transcription de cette vidéo, à récupérer justement une partie de la transcription pour optimiser la fenêtre de contexte, et ensuite de partager ça au LLM pour que vous puissiez lui expliquer ce que vous voulez, et que ce soit lui qui vous aide à architecturer votre projet. Parce qu'en fait, tant que le projet de code n'est pas correctement architecturé, vous ne pourrez pas vous permettre de coder, ou en tout cas vous pourrez vous permettre de coder, mais à vos risques et périls. Voilà. Donc je tenais vraiment à faire cette synthèse-là, parce que c'est pour moi essentiel. Ensuite, on a le flux de données. Oh my god. Donc vraiment, c'est aussi simple que ça, une application, c'est juste de la donnée qui est structurée dans soit un front-end, soit dans la manière dont on va interagir avec ces données-là. Bon. Donc techniquement, le flux de données, déjà, je vais définir toutes les tables. Donc on peut avoir une table utilisateur, une table projet, etc., etc. Et dans chaque table, tout comme un tableau Excel, on aura des colonnes. Des colonnes, donc ces colonnes, ce seront à proprement parler des champs, donc des fields. Et chacun de ces champs devront avoir un nom, devront avoir un type, etc. etc. L'idée, c'est vraiment de tous les prendre. Donc on peut avoir par exemple booléen, vrai, faux. On peut avoir, pourquoi pas, juste une sélection simple,
une sélection multiple. Enfin, pour ça, il faut quand même un petit peu familiariser avec le no-code, le code. Par exemple, si vous utilisez Airtable, vous voyez exactement ce que je veux dire. Après, si vous utilisez Excel, bon, peut-être un petit peu. Mais voilà, l'idée, c'est que chaque champ ont des noms, ont des types, ont des attentes. L'idée, c'est juste de clarifier ça. Encore une fois, tant que c'est clair pour vous, ce sera clair pour l'IA. Voilà. Donc, définir de 1. Ensuite, définir aussi les interdépendances. C'est-à-dire, en fait, quelle table va être liée à quelle table. Par exemple, si vous faites un faux chat GPT, bah, vous aurez la liste de tous les chats. Donc, en fait, ça, ce sera au final euh, une table complète. Et en fait, dans la table chat, donc dans la table chat où il y aura tous les messages, bah, justement, il y aura des messages, il y aura à qui appartient ce chat-là, qui a le droit de le modifier, etc., etc. Mais en fait, tout ça, ce sont des interdépendances. Parce qu'en fait, si on parle d'un chat et que dans ce chat, il y a des messages, bah dans ce cas, ça veut dire qu'il y a aussi une table message. Et dans la table message, eh ben, il y aura le contenu, qui l'a envoyé, quand, pourquoi. J'espère que c'est clair. Sincèrement, j'espère que c'est clair. C'est très compliqué de rendre ça clair. Mais dans tous les cas, si vraiment vous avez du mal, reprenez la transcription de la vidéo YouTube et demandez à ChatGPT, il va vous éclairer là-dessus, vous comprendrez tout. C'est magnifique, c'est ça l'air de l'IA. Bref. Ensuite, si, admettons, voilà, bon, c'est cool. Après que j'ai défini mes champs, mes tables, mes interdépendances, est-ce que j'ai besoin de convertir la donnée? Si oui, qu'est-ce que j'envoie comme input? Qu'est-ce que j'envoie comme output? Voilà. Bref, voilà. Et en fait, l'idée, vraiment l'objectif derrière ce flux de données, bah, c'est vraiment d'avoir un flux de données. Non, mais l'idée, c'est vraiment de savoir, encore une fois, de manière claire et concise, tout ce qu'il y a dans la base de données, les extracteurs, donc les scrappers web, les formulaires et tout ça, la pipeline, qu'est-ce qu'on aura en input, qu'est-ce qu'on aura en output, comment on va formaliser ça, etc. etc. Et surtout, bah, les endpoints API qui seront rattachés à ça, mais bon, c'est dans la continuité. On va dire que c'est logique. Si forcément on crée une base de données, bah, on se doit d'interagir avec elle. Enfin bref. Donc, voilà pour le flux de données. Ensuite, dès qu'on a sélectionné, dès qu'on a déterminé le projet, les endpoints API qui sont liés au front-end, le flux de données, ensuite c'est la stack. Concrètement, qu'est-ce que je maîtrise? Donc aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais utiliser? Et si vous ne savez rien utiliser, demandez à l'IA bah, qu'est-ce que vous pouvez utiliser de pertinent. Dans tous les cas, moi je vous conseille voilà, pas mal de choses. Ici, je vais les mentionner, peut-être que ça va faire aucun sens pour vous. Mais donc, Fast API, PyDantic, .env, PostgreSQL, SQLite, qu'est-ce qu'il y aura encore? euh, Olama, LangChain, LangGraph, LangSmith. Bon, bref, si vous juste prenez ces noms et vous le donnez à ChatGPT, il vous expliquera ce que c'est. Ok, voilà. Ensuite, et surtout, si par exemple vous bossez pour un client, bah en fait, est-ce que vous êtes contraint d'utiliser un outil? Si oui, est-ce que vous le maîtrisez? Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le maîtriser? Parce que sinon, c'est galère. Et bah, en fait, la combinaison des deux, à la fin, bah, en fait, c'est est-ce qu'il y a des documentations récentes, et j'insiste bien sur récent, parce que on peut être très vite confronté à des anciens trucs qui datent de la préhistoire et qui par conséquent sont un petit peu compliqués à maîtriser. Hein. Donc l'essentiel c'est de chercher ça, des documentations récentes. Et l'objectif de la partie stack, c'est que à la fin, vous ayez une liste de chaque outil, de chaque librairie qui sera utilisée pour quelle fonction, etc. Et donc derrière de les rattacher à leur documentation officielle et récente, dans l'idéal. Voilà. Et enfin, la finalité, et bah à la fin, hein, l'objectif c'est de simplifier au max une liste de tâches. Donc pour ça, on va d'abord définir les grandes étapes du développement. Donc concrètement, bah, d'abord on va commencer pourquoi pas faire la logique métier. Ensuite, on va faire tout ce qui touche à la base de données, aux endpoints API, etc. etc. Et d'ailleurs, tout ce que je vous dis ici, vous n'êtes pas obligé de le maîtriser. Et je le répète, c'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre ça, faire un énorme screenshot et demander à ChatGPT, mec, j'aimerais créer une application de to-do list. Bah voilà, moi je m'y connais pas trop, j'aimerais que tu m'éclaires en fonction de comment je peux utiliser, quel front-end je peux faire, quel endpoint API, quel flux de données, quel stack, etc. Et à vous ensuite de tester, créer, modifier, fail et optimiser. Vraiment, il n'y a que ça, et il n'y a que à force de coder qu'on apprend à coder. Voilà.
Donc globalement c'est ça, hein, ok. Donc vous allez lister les grandes étapes de développement. Vous allez ensuite alimenter ces grandes parties avec donc une liste de tâches et de sous-tâches très précises. Encore une fois, dossier par dossier, fichier par fichier, fonction par fonction. Et à la fin, eh ben, vous simplifiez au max cette liste. Si vous ne savez pas comment faire, vous demandez à ChatGPT est-ce qu'on peut simplifier ça encore plus, quelle architecture encore plus smart je peux adopter. Et dès que vous vous dites bon, ok ça passe, on peut passer à la prochaine étape. Donc la partie construction et résolution de problèmes. Mais juste avant, si vous voyez que le fichier que vous avez créé et qui au final comporte toutes les tâches et sous-tâches pour réaliser votre projet est beaucoup trop énorme, eh ben, je vous invite juste à le diviser en plusieurs fichiers. Souvenez-vous, la poupée russe. Et lorsque vous faites par exemple les grandes parties avec les listes, etc., eh ben, il faut y inclure dans l'ordre les contraintes et enfin le contraindre à utiliser la stack que vous voulez ou la stack sur laquelle vous êtes contraint. D'ailleurs, quand je parle de stack, excusez-moi, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais c'est tout ce qui touche à les librairies, les outils, tout ce que vous allez utiliser pour concevoir le projet. Hein, voilà, je tiens quand même à préciser. Donc, contraint, apporter du contexte sur le projet. Donc, qu'est-ce que vous faites, quel utilisateur, tout ce qui a été défini, je le rappelle, dans la limite ici du projet. Tac, 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 documentation, etc. Et ensuite, réaliser les tests unitaires. Donc, vraiment, en fait, tester chaque fonctionnalité qui sera créée pour, avant de passer à la suivante, vérifier que la précédente est bien fonctionnelle. Parce que forcément, si vous faites un effet poupée russe et vous avez plein de code dans du code, si un code parmi tout cela n'est pas bon, eh ben ça va être très difficile de le débugger et surtout de débugger tout le reste qui aura été fait par-dessus. Donc très important de monter étape par étape. Et oui, surtout, oh mon Dieu, je vais mettre en grand, je vais mettre en énorme. Prenez votre temps. Ne codez pas, ne vibe codez plus. Vraiment, sincèrement, ne vibe codez plus. Prenez votre temps, vous allez gaspiller du temps, de l'argent, de l'énergie, beaucoup de ressources très très précieuses. Et prenez le temps. Prenez le temps de coder, faites-le étape par étape, ne vous cramez pas. N'essayez pas de juste aller vite ou de faire des trucs à moitié parce que vous avez la flemme et vous allez dire que l'IA va le faire pour vous. C'est faux. Sincèrement, c'est faux. Et voilà, coder proprement. Bref. Et maintenant que tout est clair, je vous invite à passer au processus pour coder. J'ai l'impression que c'est le truc que vous attendiez depuis le début, mais non. Non. Si toi tu es là maintenant et que tu viens juste d'arriver sur cette vidéo, vraiment c'est une très mauvaise idée de regarder cette partie avant d'avoir regardé le reste. Voilà, je tiens quand même à le préciser. Bref. Processus pour coder. La construction. Donc la construction, à partir du moment où vous avez ce fichier qui comporte toutes les tâches et sous-tâches de manière claire et concise, la seule chose que vous avez à réaliser, et c'est ça la puissance du truc, réalise chaque tâche et sous-tâche contenue dans ce fichier en toute autonomie, toujours en allant à l'essentiel, agit comme un lead dev senior, veille à ce que chaque fonctionnalité soit fonctionnelle. C'est tout. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'on doit mettre dans le curseur quand on a fini notre plan d'action. Vraiment, c'est tout. Bref. Et donc, gros conseil, parce que, bon, ça, j'irai plus tard sur gros conseil là. Ensuite, il suffit de tester l'application, hein, parce que c'est ça la magie du truc. Et à partir du moment où vous l'avez testé, s'il n'y a pas d'erreur, écoutez, félicitations, votre application est terminée, vous l'avez fait du premier coup. Oui, c'est tout à fait possible, sincèrement. Malgré que dans 95% des cas, on ne va pas se mentir, il y aura une erreur. Et dans ce cas, quel est le processus à adopter pour résoudre un problème? Déjà, encore une fois, la première chose à faire, c'est de savoir quel est le problème. Ça peut paraître évident, mais en fait, si vous dites « Ah oui, c'est bon, c'est un problème dans le fichier là », c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Il faut identifier à la ligne près quel est le problème, à la fonction près, à la variable près. En fait, dites-vous que plus vous êtes précis dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, dans ce que vous mesurez, plus les résultats que vous allez obtenir en output seront eux aussi précis. C'est simple. Bref. Donc, identifiez et clarifiez l'erreur clairement. Donc, prenez, pourquoi pas, le morceau de logs précis. Hein, prenez pas toutes les logs, ça ne sert à rien. Ensuite, prenez un morceau de code précis. Prenez pas tout le fichier, ça ne sert à rien non plus. Tout ça pour optimiser la fenêtre de contexte. J'en reviens. Voilà. Et si par exemple vous avez quelques petits
problems dans Cursor. Donc par exemple, les problems, c'est concrètement, vous allez dans Cursor, tac, et en fait c'est ici. C'est-à-dire, vous avez l'onglet problems, et des fois il y a écrit des noms de trucs dessus. Non, il peut y avoir un 1, un 2, un 3, un 10, qu'importe. Et ben en fait, vous allez récupérer parmi tous les problèmes le fichier qui est concerné, et pourquoi pas faire une capture d'écran, ou copier-coller le problème, et l'envoyer à ChatGPT, tout simplement. Voilà, enfin l'envoyer à Cursor, attention, attention. Donc, voilà, vous clarifiez l'erreur, et du coup, vous faites une prompt. Vous faites une prompt où, bon, ben voilà, frérot, j'ai ça comme erreur, j'aimerais que tu m'aides à la résoudre, etc., etc. Mais avant ça, demandez-vous simplement, est-ce que je peux résoudre l'erreur? Parce que si c'est un problème d'import, si c'est un problème, pourquoi pas, je sais pas, moi, il peut y avoir tellement de petits problèmes, mais par exemple, vous avez oublié d'installer quelque chose, etc., ne demandez pas à l'IA de faire ça pour vous. De un, ça pollue, ça vous coûte de l'argent, et surtout, bah, en fait, c'est quelque chose qui peut être résolu en une seule ligne. Donc pourquoi vous embêter à aller embêter les serveurs d'OpenAI ou de Anthropic pour résoudre un petit problème à la con? Désolé, je me permets de le dire. Bref, donc résolvez cette erreur proprement, voilà, prenez une minute et corrigez-la. Bref. Et si vous n'y arrivez pas, ce qui est normal au début, et que par contre je vous invite à apprendre de vos erreurs, c'est de demander à ChatGPT, ou en tout cas demander à Cursor, le LLM dans lequel vous discutez. Bref, donc demandez à l'IA de régler le problème. Suivre le framework suivant. Voici l'erreur que j'ai eue. 2 petits points, accent grave, erreur, accent grave. Ensuite, en dessous, c'est facultatif, vous pouvez le faire, vous ajoutez les feedbacks. Donc en fait, j'ai eu ça comme erreur, et techniquement, moi je peux clairement le dire que l'erreur provient de là. Ou sinon, en plus de cette erreur, en fait, je voudrais que tu résolves cette petite partie-là, ou en fait que tu rédiges le code d'une autre manière. Et là, c'est là où en fait en vient l'intérêt d'avoir des connaissances en code, et surtout l'intérêt de comprendre ce que vous voulez, parce que si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous allez juste lui dire quoi en fait? Lui dire résous cette erreur. Vas-y, résous cette erreur. Résous cette erreur. Bah oui, résous cette erreur. Il peut pas savoir ce que vous voulez. Pourquoi? Comment vous voulez qu'il la résout? Résous cette erreur, ça veut rien dire. Bref. Moi, c'est ce que je faisais avant et c'est pour ça que je vous dis ne faites pas cette erreur. Voilà. Donc, ok. Ensuite, feedback. Bon, bref, ça c'est la prompt. Ensuite, lorsque vous allez faire ça, en fait, vous allez juste répéter. C'est-à-dire, vous allez tester l'application. S'il n'y a pas d'erreur, bravo. S'il y a une erreur, vous allez essayer de faire ça 3 fois. Si au bout des 3 fois, ça ne fonctionne pas, vous allez remonter au premier message où vous avez mentionné l'erreur que vous essayez de résoudre depuis 3 fois. Lorsque vous allez être sur ce message, vous allez juste le modifier et lui dire « mec ». Vous n'êtes pas obligé d'ajouter « mec ». Très concrètement, j'ai eu ce problème. Donc, vous pouvez ajouter les terminals, les logs, le code, qu'importe. Je souhaite que tu réalises un diagnostic du plus clair et concis possible qui permettra à mon développeur d'identifier plus précisément la panne et de comprendre ce qu'il peut faire pour le résoudre. Ajoute par la même occasion les ressources exactes dont tu as besoin qui te permettront de résoudre le bug du premier coup. Apporte du contexte sur le projet car le développeur senior vient d'arriver dans l'équipe. Pourquoi le développeur senior vient d'arriver dans l'équipe? Si tu dis juste le développeur vient d'arriver dans l'équipe, il va croire que c'est un débutant, donc il va parler comme un bébé. Bref. Donc, dès que tu as fait ça, tu vas attendre qu'il te génère la réponse dans Cursor, copier la réponse du LLM de Cursor et la coller dans un autre LLM. Donc ce que j'entends par là, c'est que tu vas aller sur Claude, tu vas aller sur ChatGPT, tu vas aller sur où tu veux, un LLM qui a une grande fenêtre de contexte, qui peut raisonner et qui est connecté avec Internet. Et dès que tu as ces 3 éléments-là, tu colles ce qu'il t'a dit. Tu colles. Très important, les LLM sont très bons pour discuter entre eux. Et oui. Donc, si tu peux juste prendre l'erreur, lui donner, pourquoi pas lui apporter un petit peu de contexte, en tout cas, préciser ce que tu veux, en fait, derrière, il va juste chercher la documentation nécessaire sur les forums, sur GitHub, sur le site officiel de la librairie que tu utilises, et il va récupérer le morceau de code qu'il te faut et qui te permettra de résoudre ton problème. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il va juste prendre ton code et... Oh, bref. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre ce que Cursor va te dire, de le copier, de le coller dans, par exemple, ChatGPT O3, de récupérer la réponse
Et soit à partir de là, il va te donner un feedback et tu pourras l'appliquer toi-même. Donc tu vas juste faire ce qu'il te dit de modifier dans le code. Soit si tu ne comprends pas, et c'est tout à fait normal au début, tu vas demander à l'IA qui est dans Cursor de tout simplement utiliser les infos que t'a donné ChatGPT, Claude ou Gemini, et par conséquent de l'appliquer dans ton code en lui-même. Voilà. Et donc là, je veux venir par exemple au gros conseil. Il vaut mieux faire un pas en arrière dans la bonne direction que de faire un pas en avant vers la mauvaise direction. Si l'IA n'a pas répondu exactement ce que tu veux, et il ne faut pas te dire oh vas-y ça passe, mais ça doit chirurgicalement être ce que tu lui as demandé. De plus, s'il n'a pas fini de générer sa réponse entièrement, si tu cliques sur stop, tu ne payes pas la requête. Donc pourquoi s'embêter? Juste, tu arrêtes la requête, tu dis mec ce que tu as fait c'est pas bon, fais ça comme ça, et il va le faire. Voilà, tout bêtement. Et par contre, encore une fois, petit tuto, enfin petit tips, si vous cliquez sur stop, appuyez pas sur entrée directement parce que sinon ça veut dire que tout ce qu'il a rédigé précédemment comme code, ça va être supprimé. Donc veillez bien à cliquer sur continuer sans reverser. Je crois que c'est un truc du style, voilà. En gros, c'est. Voilà, ah non, c'est pas ça encore. Bref, c'est un message, une pop-up comme ça qui va s'afficher. Mais il faut bien cliquer sur le bouton qui est gris et pas celui qui est bleu. Sinon, tout ce qu'il va générer, ça partira à la poubelle. Et comment dire que s'il a généré toute l'application, ça va être chiant. Bref. Voilà. Donc, c'est le conseil que j'avais à vous donner. Patati, patata. Donc, vous allez faire ça, encore une fois, 5 fois max. Vraiment, si vous voyez que 5 fois vous butez sur la même erreur, voilà. En vrai, 5 fois sur des erreurs différentes, ça va. Et même, je vous invite, si tant qu'il y a des erreurs, les corriger. Bon, après, au bout de 20 fois, par contre, il faut se poser des questions quand même. Hein. Mais, euh, bah, réitérer quand même dessus. Hein, parce que là, on est sur une autre fenêtre de contexte. Je veux dire, on est quand même sur un autre LLM, donc on a quand même plus de possibilités. Voilà, voilà. Après, il y a un autre truc aussi que je voulais vous dire. Ici, si le bouton New Chat apparaît en bas à droite et que tu lui as demandé une grosse requête ou de résoudre un bug, je t'invite très fortement à annuler ta demande, lui demander en modifiant le prompt ne génère pas de code, juste une analyse claire de ce qu'il faut modifier pour atteindre l'objectif. Donc par exemple, tu lui as demandé de corriger un bug et tu lui as donné un truc dans le terminal, dans le code et tout. Tu gardes ce que tu lui as donné, mais juste tu lui dis attends, ne corrige pas le code, explique-moi simplement comment je peux le corriger. Et ensuite, lorsque le bouton New Chat va réapparaître, tu auras juste à cliquer sur New Chat et tu vas le copier-coller dans un nouveau chat. Enfin, tu vas copier-coller la réponse qu'il t'a donnée, donc à ça, au prompt que tu as modifié. Et ensuite, en cliquant dans New Chat, tu vas ajouter ça et il pourra juste effectuer ce que tu lui as demandé et ce de la manière la plus efficace possible parce qu'en fait, il n'aura pas tout le contexte de la discussion. Bref, petit tips encore une fois. Là, vraiment, il y a plein de trucs. Je vous invite à regarder la vidéo. Pourquoi pas faire des résumés des trucs parce que je pars un peu en couille, j'avoue, je suis désolé. Mais c'est le vibe recording. Bref. Donc, je demande à l'IA de curseur de trucs, patati, patata. Voilà. Donc, vous récupérez, vous faites les interactions entre ChatGPT et Claude via cursor et ChatGPT en lui-même. Et si, admettons, après tout ça, vous n'avez toujours pas réussi à régler l'erreur, vraiment, on est à un niveau là quand même. Hein. Si vraiment vous n'avez toujours pas réussi à réparer l'erreur, vous allez ouvrir un nouveau chat. Expliquer à cursor de refactorer le fichier qui pose problème. Parce qu'en fait, 90% du temps, mais je ne dis pas 90% du temps, c'est juste que le fichier est énorme. Comment voulez-vous qu'un LLM qui a une fenêtre de contexte limitée mange 3 fichiers avec 2000 lignes chacune, de vous à moi? Est-ce que c'est acceptable? Non. Donc respectez le LLM et donnez-lui seulement les morceaux de code qui sont essentiels et pas juste de lui balancer un fichier à 2000 lignes. Ça va être très compliqué. Et même si vous lui partagez une partie du fichier, en fait, si le grand fichier lui-même fait 2000 lignes, il va tout lire. Donc, juste refactorer le fichier s'il est trop gros. Voilà, pour faire l'effet poupée russe. Bref, j'ai beaucoup bref. Vous allez ouvrir le LLM, voilà, et ensuite vous allez réessayer jusqu'à ce que ça marche. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème.
Donc je vous invite quand même à revoir le plan, à voir où est-ce que ça bloque. Donc là en fait vraiment arrêtez de coder. Arrêtez de coder, arrêtez de coder, ça sert à rien. Vraiment analyser, retracer en fait le flux de données, retracer l'effet poupée russe, retracer où est-ce que va chaque ligne, chaque fichier. Vraiment repartez à la source, reprenez la main sur le code et dès que vous aurez identifié le problème, vous aurez peut-être une piste que vous pouvez demander à l'IA de résoudre. Dans ce cas, vous pouvez passer à l'étape supérieure qui est du coup de redébugger avec une instruction qui est cette fois-ci beaucoup plus précise, beaucoup plus chirurgicale. Et si vraiment, vraiment, vous n'avez pas réussi à débugger, je vous invite à rejoindre le Discord. Voilà. C'est pourquoi pas avant, parce que si vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé, ben je vais vous dire de le faire. Si moi j'y connais pas. Parce qu'en vrai, si c'est un problème un peu bateau, bon, voilà, vous pouvez venir un peu avant, je vous en voudrais pas. Mais dans l'ensemble, voilà. Vraiment, je vais arrêter la vidéo là, ça fait déjà 1 heure que je tourne. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Rejoignez Discord. Vraiment, je vais vous taper. Non, j'abuse. Non, mais rejoignez Discord, comme ça au moins, si vous avez une problématique, on est là, on répond. Et puis, comme j'ai dit, tous les dimanches à 18h, heure de France, on discute, on échange business, on s'apporte tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'était Hugo. Je vous remercie de votre temps. En espérant que ce soit très très clair. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Toutes les ressources sont en description, gratuites, je ne demande pas d'email, je m'en fiche. Enfin, tout sera dans le Discord pour le coup. Donc voilà, salut.